Bonsoir, Christine Lesser. Bonsoir. Bonsoir. Andreas Pickfalti. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlons ce soir de la série Grande Traversée de l'émission Dr Semmelweis qui va passer par France Culture du 9 au 13 août. Et Christine Lesser, vous êtes productrice à France Culture, auteur de nombreuses grandes traversées, par exemple Hannah Arendt, Sigmund Freud, Céline ou Karl Marx. Vous avez obtenu le prix SCAM 2015 pour Looking for Shakespeare et vous êtes également critique littéraire au Monde. Bienvenue dans mon home office. Mais je suis aussi germanique, c'est un élément important. Oh, si j'avais su, on pourrait aussi le faire en allemand. Ouais. Bon. J'ai fait mon doctorat sur Thomas Bernhard. En fait, je suis spécialiste de la littérature autrichienne contemporaine. Merci bien. Voilà. Andreas Pickfalti, les auditeurs assidus de notre blog vous connaissent déjà. Vous êtes né en Hongrie, vous avez grandi en Allemagne, vous êtes allemand et français, vous avez fait des études de médecine à Brest, à Kiel, Paris et New York. En 1995, vous avez rejoint l'Université de Bordeaux 1 en tant que professeur de biologie cellulaire et moléculaire. Vous dirigez le laboratoire d'angiogénèse et de micro-environnement tumoral qui traite des aspects moléculaires et du développement vasculaire et tumoral. Le 28 juillet 2021, le Frankfurter Allgemeine Zeitung a publié votre article « Science et médecine en proie aux idéologies identitaires ». Et donc, les lecteurs assidus, comme je l'ai déjà dit, vous connaissent parce que ce jour-là, nous avons fait notre première interview sur la chaîne de notre blog. Christine Lesser, dans le cadre de la série Grande Traversée de France Culture, vous avez conçu une série d'émissions sur le docteur Ignaz Semmelweis, 1818 à 1865. Et cette série a été réalisée par Anne Pérez Franchini et sera diffusée en août sur France Culture. Pourquoi avez-vous choisi la vie d'Ignaz Semmelweis et sa découverte au moment où tout le monde nous dit d'observer des gestes barrières pour combattre les virus qui nous assaillent depuis janvier 2020? Alors, si je veux être honnête, l'idée m'a été fortement suggérée par la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, et qui me l'a proposé parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'avais consacré une grande traversée à Louis-Ferdinand Céline. Et comme vous savez, Louis-Ferdinand Céline, en France, a immortalisé à sa manière Ignaz Semmelweis. Donc, elle avait pensé à ça pour moi, mais aussi parce que elle, comme moi, nous sommes très soucieux de l'Europe centrale. De toutes ces figures qui sont assez méconnues chez les auditeurs français. Et puis évidemment, il y avait ce contexte que vous avez évoqué qui pouvait faire mieux comprendre à quel point, et ça je pense que c'est quelque chose sur lequel nous allons revenir, à quel point la figure de Semmelweis est moderne, à quel point elle n'est pas une figure poussiéreuse du 19e siècle, mais à quel point elle cristallise des grandes questions qui nous occupent aujourd'hui, au-delà même du lavage des mains. Monsieur Pickfalti, vous avez contribué aux émissions de Christine Lesser. Les titres de 5 émissions résument le drame que Semmelweis a vécu, le mystère, la vocation, la découverte, face au mur et la vérité. À part de la biographie de Semmelweis, y a-t-il aussi une parallèle au travail que nous devons mener aujourd'hui pour convaincre ceux qui n'acceptent pas les consignes du gouvernement? Oui, la situation, c'est-à-dire, il faut dire une chose d'abord, j'ai reçu le coup de fil de Christine, donc un seul coup, donc un jour sur mon iPhone et qui disait, je voudrais vous parler parce que j'ai fait une émission sur Semmelweis et on m'a recommandé votre nom. Et puis j'ai dit, OK, très bien, donc on a parlé au téléphone. Et je trouvais cette idée très intéressante parce que j'avais lu des choses sur Semmelweis, donc Céline, etc. Mais je n'étais pas un expert de Semmelweis du tout. Et cela m'a vraiment fortement encouragé
ensuite de lire Semmelweis en détail et aussi lire donc son livre Étiologie, et qui est quand même donc un œuvre extrêmement importante, très complexe. Il y a certaines personnes qui disent que c'est très mal écrit, mais d'autres, en tout cas, pour moi, la partie scientifique, et d'ailleurs, il y a une version bref de cette idéologie aussi, qui décrit essentiellement la partie scientifique. Pour moi, cette partie purement scientifique est bien écrite. Donc je maintiens ça, parce que je l'ai lu en détail, etc. Et il y a évidemment certains collègues qui ne sont pas d'accord, mais moi, je suis en accord avec moi-même. Donc, si maintenant on compare la situation donc actuelle, la situation est un petit peu inversée. C'est-à-dire, Semmelweis à son époque était, on peut dire, un hérétique. Il sortait de la norme, il sortait entièrement de la norme, et donc maintenant la situation, elle n'est pas du tout la même, parce que la norme, finalement, est plutôt la raison actuellement. Donc l'État, avec la vaccination, c'est plutôt la raison, et il y a des mouvements donc non raisonnables, donc des anti-vax, etc., qui réellement viennent finalement de certains groupements au sein de la société. Donc le problème est un petit peu inversé, mais en tout cas dans les deux cas, il y a chez Semmelweis, il était finalement un défenseur de la raison. Et maintenant, il y a le même enjeu, mais la situation est un peu inversée. Parce que Semmelweis avait les vieux médecins, la vieille médecine, en fin du compte, qui ont, à cette époque, été vraiment irrationnels. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est des mouvements au sein des peuples, au sein du peuple qui sont en fin du compte irrationnels. Voilà. Christine Lesser, comment Ignaz Semmelweis a-t-il fait cette découverte fracassante? La fièvre puerpérale a été transmise par les mains des médecins. La consigne du docteur Semmelweis, lavez vos mains à l'eau du Javel. Pourquoi ce père ne voulait pas le suivre? Moi, j'ai compris notamment en discutant avec des scientifiques comme Andreas, mais avec tout un tas de gens dont je suis allée recueillir le témoignage, que une découverte ne se fait jamais en solitaire, qu'elle a toujours un contexte et qu'elle est toujours le fait de gens qui vont faire un pas, qui vont regarder là où les autres ne regardent pas. Donc Semmelweis est à la fois, si vous voulez, il est impensable sans un contexte, de gens qui, comme lui, sont allés très loin dans l'approche de cette fièvre qui occupait la science depuis des décennies, mais qui n'ont pas franchi ce pas que lui a franchi, qui était de se dire « je suis moi-même la source du problème ». Donc ça, c'est un tournant à la fois scientifique et épistémologique énorme. Mais ce qu'il y a de beau dans cette découverte, c'est qu'il y a aussi de l'intuition, du hasard, de la méthode. C'est quelque chose qui est très riche et qu'on découvre petit à petit. Évidemment, pendant très longtemps, quand Semmelweis était plus un mythe qu'une réalité scientifique, on a comparé sa découverte à un eureka. Il aurait eu une illumination et il se serait dit finalement, voilà, je fais un parallèle entre mon ami qui est mort par un scalpel et ses femmes, et eureka, j'ai cette illumination. En fait, c'est beaucoup plus complexe et Andreas serait mieux placé que moi pour le dire, mais si vous voulez, il y a tout un raisonnement scientifique, des constructions d'hypothèses, des corrections d'hypothèses fausses, la formulation d'un principe qui est valable tout le temps et dans toute situation. Donc, c'est vraiment un esprit scientifique, mais ce qui m'a
profondément touchée dans cette figure de la science, c'est qu'elle est impensable sans ce que certains ont appelé une réserve d'humanité, en tout cas un humanisme, une empathie pour le patient, le malade. Et il m'a fait penser, bizarrement, à une autre figure hongroise, plus contemporaine, Sándor Ferenczi, qui était un disciple de Freud et qui se distinguait de Freud, qui était un esprit dur, théorique, purement théorique. Il s'en distinguait par l'empathie qu'il avait pour ses patientes. Et donc, il était plus dans la recherche d'une solution pragmatique que pour une édification théorique. Et je vois Semmelweis comme ça, comme quelqu'un qui ne supportait pas la mort dans la vie même, au moment même où ces femmes donnaient la vie, la mort se faufilait, et ça pour lui c'était un spectacle insoutenable qui le conduit à chercher une solution et à procéder avec son esprit scientifique à ce qu'il faut bien quand même appeler une petite révolution. Merci. Andreas Pick-Pfeifi, s'agissait-il d'un concours heureux de circonstances, ou pourrait-on aussi poser la question, en 1947, dans le service d'obstétrique du Grand Hôpital Général de Vienne, un jeune assistant hongrois âgé à l'époque de 29 ans découvre les causes de la fièvre puerpérale. Semmelweis était-il un outsider? Oui, Semmelweis était un outsider, c'était un Hongrois, donc à Vienne évidemment. Et donc, c'était un jeune qui arrivait, qui voulait donc prendre ses marques, se faire connaître, etc. Et il est tombé donc en obstétrique dans une situation vraiment assez unique parce qu'il y avait deux divisions. Il y avait une division qui était essentielle, où il y avait des médecins qui accouchaient les femmes et les examinaient, et aussi, évidemment, aussi des sages-femmes, mais surtout des médecins. Et l'autre division, la 2, c'était surtout des sages-femmes. Et il voyait très clairement qu'il y avait une grande différence au niveau de la mortalité. Parce que dans la division 1, c'est là où il y avait les morts qui allaient jusqu'à entre 10 et 20%. Et ce qui est absolument énorme pour un hôpital. Et donc, à ce moment-là, il est tombé sur cette observation qui était son observation initiale. Il voulait comprendre à partir de cette observation initiale qu'est-ce qui se passe. Et donc, à ce moment-là, il a fait juste en pur raisonnement scientifique. Donc, évidemment, Semmelweis est connu pour le lavage des mains, mais ça, c'est un épiphénomène. C'est finalement le lavage des mains, c'est le processus interventionniste au niveau de la causalité, parce que c'est la preuve au niveau de la causalité, d'une façon interventionniste, que son hypothèse est juste. Et puis évidemment, ça a aussi des répercussions évidemment pratiques, parce que après ces mesures-là, le nombre des femmes qui décédaient était faible, donc de nouveau. Donc il a fait tout ce qu'on appelle de toute façon on va en parler peut-être après, donc là-dessus, c'est un réseau nomologique des évidences cumulatives. D'accord? Donc, il a pratiquement comme Charles Darwin observé des faits, il les a observés, il les a assemblés, et puis en fin de compte, ça fait, avec ces observations-là, quand il a assemblé ces observations, il avait donc des arguments extrêmement solides que son hypothèse était juste. Donc voilà, donc c'était un outsider, mais un outsider qui était animé par un esprit scientifique, évidemment était hongrois, donc très émotionnel, comme les Hongrois sont, et assez virulent aussi de temps en temps. Voilà. Christine Le Cerf, la mesure à prendre, laver les mains, était la bonne, mais la cause, les germes, n'étaient pas encore identifiés. Est-ce que c'est cela la cause de l'incrédulité de ses collègues, de ses pairs? Céline a dit, c'était comme voir dans la nuit.
Donc, c'est vrai que, et ça Elisabeth Roudinesco le dit dans le documentaire, il faut comprendre la position de Semmelweis comme celle d'un pionnier, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas être inscrit officiellement dans l'histoire des sciences comme ayant découvert quelque chose. Lui, il est à l'origine d'une mesure prophylactique, c'est pour ça qu'il est reconnu. Or, toute sa démarche a consisté à raisonner, comme on raisonne aujourd'hui d'ailleurs dans notre époque quantique et post-quantique, avec l'inconnu. Donc aujourd'hui, on est capable, nous, d'accepter que des scientifiques ébauchent des théories sur l'inconnu, à partir de l'inconnu. À son époque, ça ne l'était pas. Donc, il y a peut-être cette dimension-là, mais moi, je serais beaucoup plus prosaïque et je dirais, comme Andreas, qu'à l'époque, la médecine était tenue par un ensemble de mandarins qui se soutenaient les uns les autres dans un édifice fragile, parce qu'on entre dans la modernité. Ces gens-là se sentent menacés, fragiles dans leur position et vont s'aider entre eux pour éviter au maximum des innovations qui vont les remettre en question. Donc, je pense qu'il y a les deux aspects. Il y a à la fois un raisonnement qui est très en avance sur son temps, qu'on peut comprendre que certains ne puissent pas encore entendre, et puis un fonctionnement d'un milieu qui est quand même très mandarinal. Andreas Pickfalti, encore de nos jours, la contribution de Semmelweis à l'évolution de la science sont largement occultées par l'historiographie médicale française. À quoi cela tient? Ça tient essentiellement qu'à l'époque, la théorie des germes n'était pas encore connue. Et donc, lui, Pasteur, finalement, qui a établi la théorie des germes et des bactéries, etc., c'est lui qui a réellement établi et fait la preuve qu'il y a des organismes externes qui peuvent provenir, par exemple, des plaies infectées, etc., et qui peuvent ensuite donc être la cause d'une infection généralisée. Et d'ailleurs, il y avait des films anciens américains ou anglo-saxons, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, qui proclamaient que le lavage des mains n'était pas Semmelweis, mais c'était de Pasteur. Donc, le problème était très clair que Semmelweis n'était pas connu en France. Maintenant, aussi dans le monde anglo-saxon, il y a aussi un bémol. Il y a par exemple, il y a deux personnes de scientifiques, Alexander Gordon, 50 années donc avant Semmelweis, et Wendell Holmes, à peu près le même temps, Semmelweis, qui aussi ont décrit des éléments de la fièvre puerpérale avec des cas cliniques, ils ont fait quelques statistiques, etc. Mais dont la démarche était premièrement beaucoup moins systématique et qui aboutissait pas réellement à la solution donc de cette énigme, d'où la fièvre puerpérale venait, etc., et que c'était finalement un agent que Semmelweis appelait faule tierische Stoffe, qui finalement sont des espèces de produits on les appelle maintenant donc des bactéries ou des agents infectieux et qui finalement étaient à l'origine de la sepsis. Donc Semmelweis a en ce sens une originalité, et je crois que aussi à l'époque le savoir des travaux de Gordon et de Holmes n'était pas bien connu dans le monde germanophone et francophone. Voilà. Christine Lesser, Andreas Pickfalti a déjà donné un peu la réponse à ma question suivante, mais je voudrais quand même y revenir. Au lieu de Semmelweis, Louis Pasteur, 1822 à 1895, a découvert ce fameux maillon manquant, le germe, et a pu recueillir tout le mérite. Mais c'était une grande injustice, n'est-ce pas?
Écoutez, je crois qu'on va fêter un gros anniversaire l'année prochaine. Il y a un membre de l'Institut Pasteur qui s'appelle Jean-Marc Cavaillon, qui est dans mon émission et qui m'a d'ores et déjà annoncé qu'il allait publier un livre qui va détrôner tout à fait cette statue du commandeur. Donc, je pense qu'en France, il y a depuis plusieurs années un mouvement qui consiste à réévaluer la place qu'a occupée Pasteur, moins peut-être du fait de lui-même, mais la place que la nation française a construite à Pasteur en héros, si vous voulez, à une période où on avait besoin d'un héros scientifique, anti-allemand, etc. Vous voyez, donc moi, je connais assez peu Pasteur. Je pense que c'était un esprit brillant. Je pense qu'il avait compris que sans compromis et sans jeu avec le pouvoir, il ne pourrait pas aller aussi loin qu'il est allé. Lui, il a joué le jeu que Semmelweis n'a jamais voulu jouer. Et donc, il a si vous voulez, recueilli pas mal de choses. Moi, je dirais que Semmelweis a écrit une équation dont il manquait un facteur, mais l'équation était écrite. Et Pasteur a apporté ce X, si vous voulez, il a mis un nom à un des éléments manquants de cette équation. Et ça serait très juste, et j'espère que le moment va venir, de redonner à Semmelweis la place dans l'histoire et dans l'évolution de la science en marche du 19e. Andreas Piquefalti, un écrivain français a réparé cette lacune. En 1924, lui, Détouche, jeune étudiant en médecine, a consacré sa thèse à la vie et l'œuvre d'Ignaz Semmelweis. Le futur Louis Ferdinand Céline lui a rendu dans un certain sens justice. Je cite, lui seul se refuse au destin, il n'est pas écrasé, mais il en souffre plus que tous les autres. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Oui, c'est-à-dire, il y a ce livre de Céline. Et évidemment, ce livre était critiqué. Il y a par exemple donc un médecin hongrois qui avait écrit quand même sur ce livre-là qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient inexactes sur le plan, sur le plan historique, etc. Et puis au niveau des données. Mais en tout cas, il a le mérite d'avoir réactivé un petit peu le nom de Semmelweis, donc au niveau de la conscience des gens et au niveau du milieu médical, français surtout, et que, disons, je pense que cette intervention était importante. Évidemment, Céline, sans doute, se voyait aussi comme un espèce d'outsider, donc un hérétique au niveau de son époque là. Donc, il se comparait peut-être un petit peu à Semmelweis parce que donc la position tragique donc a eu Semmelweis en fin du compte au cours de son existence et donc est vraiment une réalité, hein. Mais évidemment, Céline, par rapport à Semmelweis, il a très mal fini. Hein. Il a mal fini parce qu'il s'est quand même, avec son antisémitisme, mis dans un camp qui n'était pas acceptable et défendable. Hein. Oui. Christine Lesser, Céline dépasse son but et contribue à un mythe autour de Semmelweis. Est-ce qu'il a altéré le personnage un peu? C'est altéré, ça serait fort. Je pense que c'est un livre, un très très beau livre. C'est déjà le geste d'un écrivain capable, mieux qu'un historien ne pourrait le faire, avec quelques traits,
de vous saisir par les tripes et de vous faire… enfin, vous aimez Semmelweis quand vous lisez Céline. Vous vous apitoyez sur une injustice qui a été réelle. Vous ne savez pas trop bien de quoi il retourne scientifiquement, mais vous êtes dans le camp de Semmelweis. Le problème, si vous voulez, c'est que Céline a ressorti son livre dans les années 30, a voulu que ce texte fasse partie de son œuvre à une période où son œuvre prenait un tournant plus que critique, et surtout où l'hygiénisme, où l'hygiène, où les problématiques de la propreté, de la pureté prenaient une autre dimension. Donc, ce qui a été terrible, c'est que ce Semmelweis, ce texte est paru dans des années terribles et dans un contexte qui aurait pu être tout à fait une deuxième tragédie. Fort heureusement, ça ne l'a pas été. Bizarrement, ce texte reste un ovni dans l'œuvre de Céline. Vous savez, il y a beaucoup d'anti-céliniens qui disent s'il y a une chose à sauver chez Céline, c'est son Semmelweis. Donc, c'est très étrange, si vous voulez. C'est un joyau dans une œuvre très noire et je suis très partagée, comme toujours avec Céline. Je pense qu'il a quand même contribué à rendre ou à maintenir un Semmelweis qui n'était pas exact, mais un Semmelweis vivant. Andreas Pickfalti, dans le premier épisode de ce documentaire, vous constatez, je cite, Semmelweis est un cas important dans l'histoire de médecine parce qu'il était hors de consensus. C'est quelqu'un qui a eu un esprit scientifique, une rationalité remarquable, à une époque où il était très difficile de faire valoir la raison. Céline, a-t-il eu raison de prétendre que Céline n'était point reconnue? Je coupe. Céline, a-t-il eu raison de prétendre que Semmelweis n'était point reconnu à son époque? Oui, il n'était pas reconnu à son époque, donc c'est clair et c'est évident. Il a eu donc un grand mal à imposer ses mesures, donc à la fois à Vienne et puis donc ensuite en Hongrie quand il retournait. Mais disons, il était évidemment, comme je disais déjà, il était hors consensus. Et on voit ça dans les sciences de temps en temps. Il y a certaines observations qui sont justes, mais même s'ils sont hors consensus, c'est que le seul ancrage doit être la raison. Je peux donner d'autres exemples. Par exemple, la rétrotranscription par Howard Thiemann, c'est-à-dire le dogme initial du génome, fonctionnement du génome, c'était le gène, il produit un ARN et qu'il ne peut pas y avoir le retour, c'est-à-dire l'ARN ne peut pas être reconverti en ADN. Et donc Howard Thiemann a montré que c'est le cas, il a identifié l'enzyme. Et c'était hors consensus, donc il allait à des réunions, donc à des conférences, à des réunions, et on lui riait au nez. On le croyait que c'était un escroc, etc. Mais il avait raison et il a eu le prix Nobel. Donc ça, c'est juste un exemple qu'il y a des hérétiques de temps en temps, mais dont l'hérésie est finalement incorporée dans la raison. Il faut que l'hérésie soit rationnelle et raisonnable et justifiable au niveau empirique. À ce moment-là, il a raison. Évidemment, et chez Semmelweis, c'était ça. C'était justifié, il avait l'empirisme, il avait tout là, donc son bagage de rationalité était extrêmement solide et il s'est heurté à un système de croyance. Et c'est exactement ça le problème. Évidemment, comme je disais, maintenant, le problème il est inversé donc avec le Covid. Christine Lesser, vos émissions sont si riches et je voudrais encore parler avec vous d'un certain moment et comment souvent la découverte médicale de Semmelweis, après avoir participé à une dissection et ensuite un accouchement, et ces deux expériences lui ont suggéré d'établir un lien entre les deux. Comment cela s'est passé exactement?
sur le chemin qui l'a conduit des études de droit qui étaient voulues par son père vers la médecine, il y a, comme vous l'avez dit, ce spectacle de la dissection qui était vraiment quelque chose de spectaculaire à l'époque. On s'était vu par le public, c'était une avancée considérable. On osait ouvrir le corps, il y avait un secret là qui apparaissait. Bon, donc ça, c'est quelque chose. C'est un domaine qui s'est ouvert à lui et qu'il n'a jamais quitté. Jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui a été à la morgue, qui a disséqué pour voir, pour observer, pour vérifier. Andreas parle de l'empirisme, et l'empirisme, il est déjà là, dans le fait de prendre son scalpel, d'ouvrir pour comprendre. Et puis, la deuxième expérience, c'est évidemment donner la vie pour la première fois. C'est quelque chose qui le submerge et ça c'est une expérience que le grand René Friedman, l'obstétricien français, père du bébé éprouvette, a raconté dans la série, comment lui, pour lui aussi, c'est ce mystère du début des choses, des origines qui est irrésistible, mais qui, dans les deux cas, comme Friedman et Semmelweis, se heurte immédiatement à l'expérience de la mort. Donc, vous faites l'expérience de la vie et vous faites l'expérience concomitante de la mort. Et ça, ce sont deux révélations qui vont conduire Semmelweis sur ce chemin très particulier qui consiste à sauver la vie de la mort au moment même où elle advient. C'est quand même quelque chose de très particulier. Mais la question que vous posiez, comment il a corrélé les deux choses entre elles, c'est que, comme l'a dit Andreas, ce sont des années d'observation de la maladie, de sa pathologie, de son trajet, les stries rouges, les gonflements, la formation du pus, les fièvres, le délire, le coma. Tout ça, c'est tous les jours, pendant des mois, pendant des années. Il voit ces gens-là, il ouvre les corps, il suit le trajet de la maladie et quand son propre ami meurt et qu'il observe les protocoles de dissection, c'est un jeu d'enfant pour lui de reconnaître ce qu'il a observé méticuleusement pendant des années et de se dire l'infection de Kolletschka par l'infection contractée par Kolletschka par un scalpel infecté par un cadavre est de même nature que l'infection contractée par les femmes examinées par les mains souillées des médecins. Voilà. Donc, évidemment, c'est une réflexion de nature analogique, c'est établir une comparaison, mais c'est étayé par des années d'observation. Andreas Pickpfeifer, le deuxième épisode met en valeur la démarche scientifique de Semmelweis. Je cite, l'approche empirique qui privilégie l'observation et l'expérimentation change rapidement la voie et s'inscrit en médecine. Et il n'a pas pu convaincre ses pairs, comme ses collègues. C'est quand même très étonnant, n'est-ce pas? C'est très étonnant, mais étant donné qu'il y avait à l'époque cette croyance que finalement la fièvre puerpérale était quelque chose qui venait donc de dehors au niveau atmosphérique, etc., des rayons cosmiques et et puis aussi la psychologie des femmes d'ailleurs, et cette théorie où les gens disaient aussi on n'a pas vraiment d'explication claire, mais c'est comme ça arrive, c'est la fatalité, etc. Et ce que Semmelweis n'a pas accepté, il avait bien raison de ne pas accepter parce qu'il a fait ses observations d'une façon extrêmement précise. Donc, ce qu'il faut dire aussi, peut-être dans ce contexte, au niveau de la démarche scientifique, il y a un philosophe de science qui s'appelle Hempel. Et Hempel, il a réellement pris le cas de Semmelweis comme un exemple de démarche scientifique. Et il y a, je trouve, un très bel exemple qui est l'erreur d'affirmer le conséquent
C'est-à-dire, vous pouvez par exemple dire, vous pouvez refuter une hypothèse, mais vous avez, le problème c'est que si votre hypothèse est fausse, si vous avez des arguments qui justifient une hypothèse fausse, vous êtes aussi dans l'erreur. D'accord? Et ça c'est très... Et que Semmelweis, il a bien vu cette affaire-là parce qu'au départ, son idée était finalement, c'était un agent qui était uniquement transmis après, par les médecins, donc après la dissection. Or, finalement, il s'est rendu compte que la monocausalité était finalement une sorte de pluricausalité qui était aussi transmise, par exemple, par donc un cancer du col que le médecin a examiné, ou par un genou infecté d'une femme. Mais finalement, c'est redevenu après une monocausalité parce que tout ça est finalement dû à la fin à un seul agent, c'est-à-dire un agent septique. Et lui croyait aussi finalement que c'était en fin du compte une monocausalité avec un agent unique qui allait finalement diffuser dans le sang et créer donc la péritonite, les aspects donc, de la sepsis, donc assez généralisés. Donc, c'est vraiment important au niveau de la démarche scientifique, comme je disais avant, c'est qu'il a raisonné un peu comme aussi Darwin avec son réseau, avec les évidences. On assemble plein d'évidences. Évidemment, il n'avait pas qu'on appelle donc de trial double aveugle. Donc, un essai double aveugle, essai clinique. Mais il n'avait pas besoin de ça parce qu'il avait deux groupes qui étaient la division 1 et puis la division 2. Et finalement, le recrutement de ces divisions était un peu aléatoire. Donc, il avait déjà une sorte de randomisation non souhaitée au départ, mais spontanée. Donc, il avait ça en tant qu'élément donc pour son analyse observationnelle. Merci. Et pour terminer, on peut certainement constater qu'il n'était pas du tout un fou. Il était lucide, génial, visionnaire. Qu'est-ce que vous pensez, Madame Lesser? Je dirais comme un de mes invités, un cinéaste américain, il était tout ça à la fois, en fait. Et c'est ça qui fait, vous voyez, ce qui rend Semmelweis toujours vivant, c'est qu'il est d'une certaine manière irrécupérable encore aujourd'hui. Il reste, il échappe encore à une explication totale. Et notamment les raisons de sa mort, on n'en a pas parlé, ça reste encore une grande question. Est-ce qu'il est mort d'une infection par le mot m'échappe une coupure. Non, je veux dire contracté par les prostituées. La maladie sexuelle. C'est syphilis. Voilà. Est-ce qu'il est mort? Je reprends. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses qui restent encore ouvertes. Il y a le fait que à quoi a été due l'infection? À une coupure, à la syphilis, à quoi a été due son atrophie cérébrale, à Alzheimer, à une bipolarité. Est-ce qu'il a été battu par des gardes ou est-ce que, comme son arrière-petit-fils que j'ai eu le grand privilège d'interviewer, pense que c'était il était tombé de cheval et dans une piscine, dans un bain de Budapest. Donc, vous voyez, l'éventail de l'explication de sa mort est très large. Ça en fait quelqu'un qui reste encore avec sa part d'inconnu et donc ça le rend irrésistible, je trouve, vivant, irrésistible, moderne. Merci beaucoup pour cette visite dans mon home office. Je vous rappelle, l'émission sera diffusée entre le 9 et le 13 août sur France Culture. Merci beaucoup. Merci. Merci, Raina.